Alors, je vais d'abord commencer avec moi-même. Comme j'ai dit, je m'appelle Kubra Agar. Je suis étudiante à l'Université McMaster ici à Hamilton. Et puis, on a aussi Khatima Louaya, si tu veux donner un petit bonjour. Khatima est conseillère au Conseil des écoles publiques de l'Est Ontario, offre des services dans le secteur de l'établissement. Et puis, on a Lina El-Bakir, responsable du développement communautaire au Québec, du Conseil national des musulmans canadiens. Et puis, on a aussi Soukana Boutieb, directrice générale de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. On a aussi Shelly Belkhodja, professeur titulaire, directeur du Centre pour l'étude de la politique et de l'immigration, coordinateur du KISS-Green, École des affaires publiques et communautaires Université Concordia. On a aussi Ali Chera, qui est coordinateur de la communauté francophone accueillante de Prince-Georges. Et puis, désolée pour les petites... je suis quand même à l'école, donc il y a des personnes qui rentrent et qui sortent de la salle où je me retrouve. Alors, vous allez peut-être entendre quelques voix de temps en temps, donc désolée pour cela. Alors, maintenant, j'aimerais passer la parole à Alain Dupuis pour nous donner un petit mot de bienvenue. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Alain Dupuis, je suis le directeur général de la FCFA du Canada et je suis très heureux d'être présent et très fier de vous voir en si grand nombre à ce webinaire. Je tiens à préciser que je me trouve à Ottawa sur les terres traditionnelles non cédées du peuple Anishinaabe-Algonquin. Je renouvelle mon engagement à poursuivre le rapprochement entre la francophonie et tous les peuples autochtones dans l'esprit d'une véritable réconciliation. Les dernières années ont vu des débats sur la manière de nommer les organismes représentant les communautés francophones et acadiennes. Par exemple, la Société franco-manitobaine, qui est devenue la Société de la francophonie manitobaine, et la Société Saint-Thomas d'Aquin, qui a changé pour la Société acadienne et francophone de l'île du Prince-Édouard ou la SAFIL. Cette remise en question sur les bons mots pour nous décrire de manière inclusive, respectueuse du passé, mais aussi tournée vers l'avenir, a trouvé différentes réponses selon les communautés. Mais ce qui est fascinant, c'est de constater l'impact philosophique d'ouvrir une telle discussion et d'inviter l'ensemble des acteurs de la francophonie à y participer. L'acte de faire communauté demande une grande flexibilité, une ouverture et une volonté de continuer à s'engager dans une réflexion à long terme. Les organismes francophones ont mis en place de nombreuses pratiques inspirantes en termes d'inclusion. Certains se sont dotés de politiques sur la diversité ou de stratégies en inclusion. D'autres ont désigné des sièges de leur CA pour des personnes de minorités visibles. Je pense aussi aux nombreux événements de sensibilisation, comme la remise de prix à des personnes issues de la diversité. Ces gestes prennent tout leur sens quand on constate que les Canadiennes et les Canadiens d'expression française, peu importe leur origine, leur religion, leur couleur de peau ou même la date de leur arrivée dans ce beau et grand pays, répondent à l'appel, s'engagent pour participer à ce rêve d'une francophonie épanouie, robuste et diverse. Les webinaires comme celui-ci sont une occasion de prendre le temps de nous arrêter et de réfléchir sur le développement du vivre ensemble. Au-delà de notre volonté, de nos bonnes intentions et de notre remise en question, il faut donner la parole aux personnes concernées et les inviter autour de la table. C'est ce que fait aujourd'hui la FCFA sous le leadership de notre communauté de pratique en équité, justice sociale et francophonie et en partenariat avec la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures et le ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. La FCFA est fière de constater que les musulmans francophones prennent les rênes d'organismes francophones, s'activent pour participer à la société canadienne de mille et une manières et s'engagent publiquement pour éduquer, informer et partager leur richesse culturelle avec tous. Ce courage, celui de prendre la parole pour que sa communauté soit traitée plus équitablement, est une valeur précieuse. C'est pourquoi nous sommes si fiers de vous proposer un panel composé entièrement de personnes de tradition musulmane qui permet à la FCFA et ses partenaires de célébrer un principe au cœur de notre action communautaire, celui du par, pour et avec. Nous voulons initier un échange authentique aujourd'hui qui ne trivalise pas les individus en tentant d'en faire des reflets de leur groupe, mais plutôt en créant un espace de dialogue et de prise de parole. Ces échanges permettent de grandir ensemble dans un espace collectif qui honore la démarche de chacune et de chacun comme étant valide, appréciée et importante. C'est seulement ici qu'on récolte les fruits de la collaboration.
Personne ne devrait subir la discrimination. La violence qu'elle représente est une attaque contre le fondement de notre société, ce contrat collectif qui dit qu'au Canada, toutes et tous peuvent s'épanouir librement. Nous pouvons et devons faire mieux pour que l'islamophobie devienne vite une chose du passé, reléguée au livre d'histoire. Je crois que la francophonie canadienne est sensible et mature, que nous ne sommes pas de simples spectateurs et spectatrices de ces drames qui provoquent l'écrasement des rêves, de profondes blessures et parfois même l'anéantissement de vie pour les musulmanes et les musulmans au pays. Pour terminer sur une note positive, soulignons l'importance de l'apport économique, académique, humain, en diversité et en engagement communautaire des personnes de confession et de tradition musulmane au Canada. Rappelons aussi la grande diversité qui existe au sein même des groupes qui composent la société musulmane et dont les francophones enrichissent nos communautés. Soyons prêts à être de bons alliés, respectueux et authentiques dans le développement d'un avenir francophone commun partout au Canada. Merci beaucoup et très bonne discussion à toutes et à tous. Merci beaucoup, Alain. Et maintenant, je vais inviter Asia Basler à présenter quelques mots. Bonjour, moi c'est Asia, je suis la direction générale de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures et en ce mois de la francophonie, je pense que c'est très à propos qu'on soit partenaire dans une activité comme celle-ci qui crée réellement un espace de dialogue puis d'apprentissage. On est un organisme qui existe justement pour soutenir et promouvoir le dialogue et le rapprochement entre les composantes de la société canadienne. Et des moments comme celle-ci, puis des échanges comme celle-ci, c'est vraiment au cœur de ce qu'on veut être. Puis je pense dans le mois de la francophonie, c'est important de reconnaître la contribution de tous les francophones à notre société, puis de parler de qu'est-ce que c'est une francophonie inclusive, comment est-ce qu'on peut s'éduquer pour s'assurer que tous les francophones ont une place dans nos collectivités. Et donc, j'ai très hâte d'entendre ce que nos panélistes ont à dire, puis d'être à l'écoute de tous ces intervenants-là. Et j'en profite pour vous inviter à notre activité qui se passe la semaine prochaine pour clôturer le mois de la francophonie, la fin arrive déjà dans une semaine et quelques. Donc, je vais mettre dans le chat un lien pour vous inviter à un webinaire qu'on organise pour clôturer les rendez-vous de la francophonie le 31 mars. Avec la thématique de la transmission des traditions. Donc, je pense que c'est une belle continuité de discussion qu'on va peut-être commencer aujourd'hui, puis de continuer de créer des espaces de dialogue et de partage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Asia. Et maintenant, j'aimerais demander à Corinne Prince de prendre la parole. Merci beaucoup. Bonjour, Madame Besler. Je suis heureuse de faire votre connaissance. Et mes amicales salutations à toi, Alain, et ton équipe. Bonjour, chers collaborateurs francophones et francophiles. Au lendemain de la Journée internationale de la francophonie, je suis très heureuse de vous voir si nombreux aujourd'hui pour souligner notamment la Journée internationale pour l'élimination du racisme. Pourquoi suis-je tellement heureuse? Parce que nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler d'un sujet très important, un sujet à la fois prioritaire et d'une certaine sensibilité. En effet, comme pays, comme citoyens, nous avons traversé des événements tragiques en lien avec l'islamophobie. Comme moi, je sais que vous êtes encore bouleversés par les tristes mémoires que nous avons de l'attentat de la Grande Mosquée de Québec en janvier 2017. Et comme moi, vous avez été troublés par les événements du samedi dans une mosquée de Mississauga. Nous avons un devoir de mémoire vis-à-vis ces événements tragiques. Et nous devons aussi être courageux et regarder vers le futur. Il est clair dans mon esprit qu'un grand nombre de Canadiennes et de Canadiens ont encore beaucoup à apprendre au sujet de l'islam. Nous avons possiblement tous nos propres préjugés à cet égard. Ce webinaire
est donc une excellente opportunité d'en savoir plus au sujet de l'islam et de conserver notre esprit ouvert. En effet, c'est avec cet esprit ouvert que nous pouvons également ouvrir nos bras pour accueillir avec dignité les réfugiés afghans. Ces dernières méritent notre compassion et notre compréhension. Chers francophones et chers francophiles, je vous sais accueillant. Grâce à mes fonctions en immigration francophone et au niveau de la réinstallation des réfugiés, je suis très souvent témoin de votre grande générosité et de votre désir authentique de contribuer au projet de société qu'est l'immigration francophone et la réinstallation francophone. Je vous invite à poursuivre vos valeureux efforts. Comme vous le savez, une autre crise humanitaire majeure se déroule actuellement en Ukraine et il faudra à nouveau être courageux être courageux et faire preuve de compassion. Je comprends que de nombreuses communautés francophones sont en fait très familières avec la diaspora ukrainienne au Canada. En route vers l'accueil de ces nouveaux arrivants ukrainiens, votre connaissance de cette diaspora pourrait devenir un grand atout pour nous tous. Nous compterons donc sur vous. Pour conclure, je tiens à remercier sincèrement le FCFA, la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, pour votre partenariat. Je sais que les collègues de mon groupe, la Direction générale de l'établissement afghan, ont beaucoup apprécié collaborer avec vous pour la réalisation de ce webinaire. Je sais aussi que notre collaborateur Inouk Touzin de la FCFA y a joué un rôle particulièrement déterminant. Merci Inouk. Je dois malheureusement vous quitter, mais je sais que des membres de mon équipe, en particulier Jean Viel et Sarah Powell, seront à vos côtés. Bonne continuité, chers amis. Merci pour l'opportunité. Merci beaucoup, Corinne. Merci pour ces beaux discours. Alors, maintenant, juste pour nos participants qui sont peut-être pas trop familiers avec l'islam et ce que c'est l'islam, je vais vous lire un peu des informations du Centre culturel islamique de Québec qui explique plus ou moins c'est quoi l'islam. Alors, l'islam, religion de l'unicité, proclame que Dieu est un, que le Coran est sa parole et que le prophète Mohammed est son dernier messager. Dieu est le créateur, il a créé l'homme parmi les autres créatures et lui a confié une mission sur terre, être son gérant. Tout en lui donnant un sens et une finalité à sa vie, elle indique aux musulmans comment vivre sur terre parmi les autres créatures. L'islam est responsable l'homme est responsable devant Dieu de ses actes et comportements. Il devra mener sa vie dans le respect des autres créatures, dans la reconnaissance de leur diversité et en préservant l'harmonie entre elles. La différence des peuples et des nations, les spécificités de culture, les particularismes des coutumes a été voulu par Dieu. La spiritualité islamique engage l'homme à vivre dans l'harmonie en tenant compte de tous les éléments de son humanité. Vivre sans oublier la mort, méditer sans négliger l'action de bien et de justice, de savoir seul et vivre parmi les hommes, nourrir son esprit comme on nourrit son corps et rester exigeant dans la recherche de l'équilibre. Les orientations politiques et la dimension sociale en islam tiennent compte à la fois de l'individu, de la famille et de la société dans sa diversité. La vie politique en islam affirme la nécessité de la consultation pour gérer le pluralisme en tenant compte des autres sphères de la vie humaine, en affirmant les droits individuels aussi bien que collectifs. La vie économique en islam ne peut être conçue sans la référence à la morale musulmane et au principe de la justice sociale.
L'homme et la femme en islam sont responsables devant Dieu de la manière dont ils gèrent ce qui leur fut remis en dépôt. Le Coran et la Sunna offrent des orientations qui présentent le champ des possibles de l'action humaine et précisent un certain nombre de limites. Ainsi, nous trouvons élaboré, au travers de ces sources, une conception musulmane du monde qui est, en somme, la manière dont les musulmans expriment leur rapport avec Dieu, la nature, les autres communautés et dans le prolongement dont ils les traduisent dans les sciences, les techniques, les arts et l'ensemble de l'organisation sociale, politique et économique. Plus qu'une religion, c'est ici une culture et, en l'occurrence, une culture fondée sur un système de valeurs et nourrie par la morale. Les fondements de la civilisation islamique autour de la référence à l'unicité de Dieu donnent la priorité absolue au sens de la vie et à la finalité des actions humaines. Ils nourrissent aujourd'hui la spiritualité, le cœur et les consciences de millions de musulmans. Dans le miroir de la nature et de son ordre, et dont tous les éléments appartiennent à Dieu et retourneront à lui, la meilleure des communautés est celle qui respecte l'harmonie par son engagement pour le bien et sa lutte contre le mal. Donc, ça, c'est juste un peu un résumé de ce qu'est l'islam. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans le chat ou dans la fonction Q et R. Et maintenant, j'aimerais passer la parole à Lina El-Bakir pour nous présenter un peu et nous parler un peu de c'est quoi l'islamophobie. Merci beaucoup, Koubra. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour discuter de ce sujet fort important. Et vraiment, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui. C'est en toute humilité que je tenterai de partager mes connaissances et mes expériences à ce sujet. Donc, tout d'abord, j'aimerais partager avec vous quelques statistiques afin de dresser un portrait de la situation. Donc, comme plusieurs d'entre vous le savent sûrement, la population musulmane canadienne a connu une augmentation considérable à la fin des années 90 lorsque les préoccupations relatives à la pénurie de main-d'œuvre et de compétences se sont intensifiées en raison du faible taux de natalité au Canada. Et donc, en 2011, la population musulmane canadienne a franchi la barre du million, ce qui correspondait à 3,2% de la population canadienne. Eh bien, on estime que le nombre actuel est maintenant proche de 2 millions et qu'on sera encore plus élevé lors du recensement de 2021. Donc, ça inclut des descendants des premiers immigrants musulmans au Canada, des immigrants qui viennent tout juste d'arriver, et puis il y a des personnes qui se sont converties à l'islam. Donc, un examen statistique du recensement de 2011 indique que la moitié des musulmans canadiens ont moins de 28 ans et que l'âge médian des musulmans est donc inférieur à celui de tous les Canadiens. Et puis, les musulmans canadiens ont également un niveau d'éducation qui est très élevé. 44% des musulmans en âge de travailler ont un diplôme universitaire et ce chiffre est beaucoup plus élevé que la moyenne nationale qui est de 26%. Donc, bien que la communauté musulmane canadienne soit diversifiée et éduquée, il y a quand même une discordance en termes économiques et politiques. Le chômage et le sous-emploi sont obstinément élevés chez les musulmans. En effet, le taux de chômage est d'environ 13,9% comparé à 7,8% pour la moyenne nationale. De plus, le revenu médian est bien inférieur à celui de tous les Canadiens, y compris toutes les minorités visibles. Donc, il y a quelques années, le Conseil national des musulmans canadiens avait organisé des consultations avec les étudiants du secondaire à travers le Canada pour parler de l'islamophobie. Et l'une des interventions a été une étudiante qui a dit, et je cite, « Lorsque quelque chose de désastreux arrive dans le monde, la première chose à quoi je pense, c'est, s'il te plaît Allah, fais en sorte que ce ne soit pas un musulman. Quand c'est un musulman, je sens que je dois porter une armure quand je quitte ma maison pour aller à l'école. » Donc, avec tout ça, on ne peut que constater qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, c'est ce qui nous amène à définir ce qui est l'islamophobie. La Commission des droits de la personne de l'Ontario définit l'islamophobie comme des stéréotypes, des préjugés ou des actes d'hostilité à l'égard de musulmans individuels ou de ceux qui suivent l'islam en général. L'islamophobie peut prendre la forme d'actes individuels de discrimination ou de violence à l'encontre de musulmans ou de personnes perçues comme telles.
L'islamophobie peut également se traduire par un ciblage ou une exclusion systémique ainsi que par des obstacles structurels à l'égalité des chances pour les musulmans dans l'emploi, l'éducation, le logement et d'autres domaines de la vie publique. Donc, je vais porter à votre attention 2 éléments clés dans cette définition. D'abord, que ça inclut les personnes perçues comme musulmanes. Ça veut dire que des individus qui ne s'identifient pas nécessairement comme musulmans, mais qui correspondent à un stéréotype ou un préjugé associé aux musulmans, peuvent être aussi la cible d'islamophobie. Par exemple, la couleur de leur peau. Ensuite, à l'instar du racisme, l'islamophobie se manifeste à différents niveaux. Elle peut être intériorisée. Donc, c'est la forme qui est apprise de préjugés qu'on a à l'égard des personnes d'ethnie ou de religions différentes. C'est présent dans notre processus de pensée et dans nos actions. Et ça peut se manifester de 2 façons. D'abord, on a l'oppression internalisée. Par exemple, un jeune musulman canadien de 2e génération d'immigration qui entend quotidiennement, explicitement ou implicitement que les musulmans sont inférieurs, ils sont ci, ils sont ça, bien, il va finir par l'intérioriser. Il va finir par le croire. D'autant plus que dans le matériel scolaire, il y a peu ou pas de représentation de la diversité qui existe dans la classe, ce qui crée effectivement un effacement de soi. Ça peut créer d'énormes difficultés sur le plan identitaire, surtout chez les jeunes générations des musulmans canadiens, parce que c'est comme si tu es forcé à choisir entre ton identité canadienne et ton identité musulmane, alors que ces 2 aspects ne sont pas, dans les faits, mutuellement exclusifs. La deuxième façon que ça se manifeste au niveau intérieur, c'est le privilège internalisé, c'est-à-dire l'évaluation de la supériorité raciale des Blancs. Au niveau interpersonnel, donc le 2e niveau de l'islamophobie, c'est des préjugés qui se produisent lorsque des individus interagissent avec d'autres et que leurs croyances raciales personnelles influencent leur interaction publique. Donc, en fait, c'est un individu versus un autre. Par exemple, il y a une augmentation des attaques contre les femmes visiblement musulmanes. On parle d'insultes terribles et d'attaques physiques dans les rues. Il y a une augmentation marquée de vandalisme dans les mosquées, notamment des carcasses d'animaux qui sont déposées devant les portes. Et puis, on entend des membres de la communauté nous dire qu'ils ne se sentent pas en sécurité avec leur dos à la porte principale de la mosquée. Ils s'assurent que la porte elle est verrouillée quelques minutes après le début de la prière pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'attaque. D'ailleurs, pas plus tard que samedi, comme que ça a été mentionné au début, un homme armé d'une hache a attaqué des fidèles dans une mosquée à Mississauga à l'heure de la prière du matin. Et heureusement, il n'y avait pas de mort cette fois-ci. Au niveau institutionnel, ça se manifeste au sein des institutions et des systèmes de pouvoir. Donc, il s'agit de politiques injustes et des pratiques discriminatoires d'institutions particulières, par exemple dans les écoles ou les lieux de travail. C'est des discriminations qui produisent régulièrement des résultats racialement inéquitables pour les personnes de couleur et des avantages pour les personnes blanches. Et les individus au sein des institutions assument le pouvoir de l'institution lorsqu'ils renforcent les inégalités raciales. Puis, au niveau systémique, il s'agit des effets cumulatifs et aggravés d'un ensemble de facteurs sociaux, notamment l'histoire, la culture ou l'idéologie et les interactions des institutions et des politiques, qui privilégient systématiquement les Blancs et désavantagent les personnes de couleur, en l'espèce les personnes de confession musulmane ou d'apparence de confession musulmane. Finalement, on ne peut pas parler d'islamophobie sans parler du fait que le climat troublant d'aujourd'hui est rendu possible en grande partie par la haine qui est véhiculée et organisée dans des espaces virtuels, dans les echo chambers ou les chambres d'écho, où des idéologies de suprématie blanche sont partagées et renforcées et malheureusement peu est fait sur le plan politique et légal pour vraiment endiguer ce venin. Donc, ça, c'est les niveaux par rapport à l'islamophobie. Mais lorsqu'on pense à des systèmes d'oppression tels que l'islamophobie, la métaphore qui permet de mieux conceptualiser le tout est d'imaginer l'islamophobie comme un iceberg. Donc, qu'est-ce qu'on sait de l'iceberg? Plus souvent qu'autrement, on ne voit qu'une toute petite portion au-dessus du niveau de la mer. C'est ça, l'islamophobie. On ne connaît et on ne parle que d'une fraction de ce qui se passe en réalité.
Dans le haut de l'iceberg, on a les attaques violentes, indéniablement islamophobes, telles que l'attentat à la Mosquée de Québec en 2017 et l'attentat terroriste à London, en Ontario, cet été. Mais ces attaques sont malheureusement le produit de tout ce qui est caché en bas du niveau de la mer. L'islamophobie dite socialement acceptable. Il y en a plusieurs exemples, mais je vais m'en tenir à 4. Premièrement, le curriculum scolaire qui est souvent eurocentrique. Donc, dans les écoles, les manuels vont majoritairement expliquer l'histoire sous la perspective européenne blanche. Les illustrations et les images sont des personnes blanches. Il y aura peut-être 1 ou 2 minorités visibles, telles que des Noirs ou des Arabes, juste pour dire, si on veut. Ce qui m'amène en fait au concept de tokenisme. Donc, c'est la pratique selon laquelle un groupe ou un organisme va avoir recours afin d'inclure des personnes de la minorité dans le but de pouvoir se targuer d'être inclusive. Par exemple, petite expérience personnelle, lors de ma 2e année d'université, les étudiants étaient invités à faire la visite de cabinets d'avocats dans le cadre de 5 à 7 de réseautage. Puis, 2 de mes amis et moi étions les seules minorités visibles dans la pièce. Il y avait entre 30 et 40 personnes présentes. Bien sûr, comme tout événement de réseautage, il y avait un photographe qui prenait des photos de la soirée. Et à un moment donné, il demande s'il peut prendre des photos de moi et de mes amis ensemble. Donc, on a trouvé ça un peu bizarre d'être la cible, mais on s'est dit que peut-être qu'il prenait des photos plus spécifiques de gens à travers la soirée. Donc, on a accepté. Par contre, au courant de la soirée, il prenait des photos de l'ambiance, mais pas vraiment de personnes spécifiques. On y a arrêté d'y penser, on a vaqué à nos occupations, et puis quelques jours plus tard, on voit que notre photo a été celle choisie pour illustrer l'événement, et elle était accompagnée d'une légende qui célébrait la diversité du cabinet. Je vous laisse imaginer le sentiment désagréable et le goût amer que ça nous a laissé que d'avoir été utilisé comme token. Parce que je peux vous assurer qu'il n'y en avait pas de diversité au cabinet. Troisièmement, le concept du sauveur blanc. Donc, en fait, l'idée selon laquelle le groupe majoritaire blanc doit sauver, voire émanciper les musulmans. Donc, on voit souvent ce concept se manifester autour du port du hijab. C'est problématique dans la mesure où on prétend que les femmes sont dénuées d'agentivité pour choisir d'elles-mêmes. Puis, quatrièmement, les fameuses microagressions. Donc, ou comme j'aime les appeler, les insultes déguisées en compliments. Par exemple, avant de choisir de porter le voile, on me disait « Ouais, mais Lina, toi, t'es pas pire pour une musulmane. » Ou encore « Oh, mais t'as pas d'accent quand tu parles français. » Ce genre de commentaires renforce un peu l'islamophobie intériorisée dont je mentionnais plus tôt. Donc, c'est ça qu'on peut retrouver en dessous de l'iceberg, en dessous du niveau de la mer. Donc, pour conclure ma partie, l'islamophobie n'est pas un problème qui est isolé. C'est un enjeu qui touche plusieurs niveaux de la société. Elle est intrinsèquement reliée à d'autres systèmes d'oppression, tels que le racisme et le sexisme. Puis les différents systèmes d'oppression sont vécus simultanément et ne sont pas dissociables les unes des autres. C'est le concept d'intersectionnalité. Donc, en effet, elles s'alimentent et se construisent mutuellement tout en restant autonomes. Donc, ils doivent être combattus simultanément et ne doivent pas être hiérarchisés. Et c'est vraiment grâce à ce genre de discussion notamment qu'on va être capable d'en venir à bout. Merci. Merci beaucoup, Lina. J'ai adoré cet exemple de l'iceberg parce que j'essaie toujours d'essayer de trouver une manière de bien expliquer ça et de dire comment, par exemple, les microagressions versus ce qui est très, très visible, comment ça se passe et genre faire une distinction entre les deux. Et je pense que le concept de l'iceberg est super parce que maintenant, je pense que ça donne aux gens un peu l'image de ce qu'on doit faire, les choses qu'on doit faire face à chaque jour, qui est comme un peu en dessous de l'eau et difficile à voir. Donc, merci pour cette présentation et j'aimerais même utiliser l'exemple dans le futur. Merci beaucoup. Avec plaisir. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Katima pour nous parler un peu des particularités musulmanes en établissement. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir offert cette belle occasion pour m'exprimer et être
à peu près la voix de plusieurs femmes musulmanes, surtout voilées, qui cherchent un traitement équitable et une inclusion qui leur permet de s'épanouir dans la société comme toutes les autres femmes. Mon intervention aujourd'hui portera sur la situation de la femme musulmane dans le multiculturalisme de la société canadienne et l'impact de la loi 21 sur la laïcité de l'État. Pour ce qui est ma présentation, moi j'ai trouvé dans la présentation de Lina plusieurs points que je voulais aborder dans ma présentation. Pour cela, je ne vais pas suivre à la lettre ma présentation, mais je vais aller pour juste m'exprimer sur les autres points qui n'étaient pas touchés. Lina avait parlé de l'islamophobie. Il avait parlé de toute une communauté musulmane. L'apparence d'un musulman n'est pas la même chose que, par exemple, quand on voit deux femmes musulmanes. C'est vrai qu'ils ont l'apparence d'une minorité, comme ils montrent, par exemple, qu'ils sont arabes, même si pas tous les musulmans sont des arabes, mais la femme qui se montre juste, qui s'identifie juste comme une arabe, n'est pas dans le même cas comme la femme qui s'identifie avec une tenue vestimentaire qui l'identifie comme musulmane. Ce que je veux dire, c'est que la pression sur la femme voilée est encore doublée parce que c'est une minorité dans une minorité visible. Imaginons quand on se trouve devant une femme qui subit une discrimination à plusieurs niveaux, comme c'est une femme, plus c'est une immigrante, plus c'est une femme d'une minorité visible comme une noire, plus qu'elle est voilée. Donc, plusieurs critères qui fait d'elle une femme visée ou bien ciblée. Pourquoi cette violence qu'on a commencé à voir depuis la loi 21? Pourquoi la femme musulmane voilée n'est pas incluse ou bien acceptée dans la société canadienne comme elle l'aurait espéré? Excusez-moi. Donc, pour ce point-là, j'aimerais juste mentionner un point qui est l'ignorance de l'autre, qui est comment la perception de l'autre. Aujourd'hui, je ne viens pas vous donner des leçons, mais plutôt vous inviter à deux réflexions. Une sur la perception de l'autre, les préjugés, en vous invitant à découvrir qui est cette femme musulmane, en quoi elle est différente, cette femme voilée, et qu'est-ce que c'est le hijab pour cette femme musulmane voilée. L'autre réflexion, c'est sur le port de hijab dans la société canadienne avant et après la loi 21. Comment la société a-t-elle réagi à l'adoption de cette loi et quel est l'impact sur la femme musulmane voilée et les solutions qu'elle a dû trouver pour s'en sortir? Est-ce que la loi 21 est avec ou contre la femme? Prenons en considération que l'un des arguments qui était juste discuté pendant le processus de l'adoption de cette loi, c'est le fait de libérer la femme voilée. Quel est le choix qui est laissé à cette femme voilée? Donc, pour ce qui est une femme musulmane voilée, bien sûr, c'est une femme qui a choisi de porter un tenue vestimentaire qui l'identifie comme une musulmane. Puis, cette femme peut être une femme immigrante qui a choisi le Canada comme terre d'accueil parce qu'elle perçoit que c'est un pays qui va lui accorder et garantir ses lois et ses droits et libertés, puis la protéger contre toute discrimination. Puis, il y a une autre femme immigrante qui a fui une situation de guerre, par exemple, comme des réfugiés syriennes qu'on a accueillis et comme des réfugiés afghans qu'on va recevoir aussi. Puis, elle a fui un pays et une société
où il a trouvé une injustice, une menace qui menace sa vie, sa liberté, pour trouver la paix au Canada. Puis, au Canada, elle peut être victime de cette discrimination. Il y a aussi une femme musulmane voilée qui est d'une première, deuxième ou troisième génération, qui est née au Canada et qui s'identifie comme citoyenne canadienne, qui a tous les droits et obligations comme toutes les autres femmes. Puis, il y a la femme convertie à l'islam qui prétend que les lois canadiennes lui donnent le droit de choisir, de faire un choix et de respecter son choix et d'accepter son choix, même si on n'est pas d'accord avec l'autre, mais le fait de choisir, ça c'est un droit pour lui qu'on doit respecter. Donc, dans les femmes musulmanes même, on va trouver qu'il y a des femmes pratiquantes, des femmes non pratiquantes, des femmes avec une apparence religieuse et d'autres qui sont apparence religieuse, mais tout ça ne veut pas dire qu'il y a une femme qu'on peut préjuger comme étant plus croyante que l'autre ou bien à plus de foi que l'autre. Parce qu'en islam, la relation entre la personne et Dieu, c'est vraiment personnel. Et personne ne peut entrer dedans et personne ne peut savoir qui est plus proche du Dieu et qui est plus loin. Donc, comme on dit, les apparences, des fois, sont trompeuses. Venons au choix de porter le voile. Pour la femme musulmane voilée, c'est contrairement aux idées qui en circulent, elle n'est pas une femme forcément faible, elle n'est pas une femme dominée, soumise, comme on la présente souvent dans les médias. La femme musulmane voilée, c'est une femme forte, libre, compétente, autonome, qui est capable de prendre des décisions, qui est capable de se révolter contre des injustices. Et on a vu ça pendant les manifestations contre le projet de loi de Pauline Marois en 2013. Donc, les femmes sont sorties pour dire c'est notre liberté de choisir ce qu'on fait avec notre corps. C'est quelque chose qu'on peut permettre à d'autres personnes, mais on est venu juste interdire à cette femme voilée, puisqu'on lui a interdit d'exercer la fonction qu'elle a choisie ou bien la carrière qu'elle a choisie juste parce qu'elle porte du voile. Moi, personnellement, j'en faisais partie et voilà. Donc, la femme en islam n'est pas inférieure de l'homme. Ça, ce sont parmi les choses qu'on veut juste développer une réflexion. Pourquoi on dit que la femme est inférieure de l'homme? Si c'est en parlant du côté religieux, la femme n'a jamais été inférieure de l'homme. La femme dans l'islam a toujours été valorisée, respectée et protégée. Donc, tout ce qu'on peut dire que la femme est soumise, d'après ce qu'on voit sur les médias, sur des femmes de l'Afghanistan, sur des femmes peut-être dans la Syrie ou autres, ce sont vraiment des aspects culturels qu'on est en train de voir. Et ça n'a rien à voir avec l'islam. Quand on voit une femme voilée, vêtue tout en noir, ou bien qui a le visage couvert, est-ce que ça fait partie des exigences de l'islam pour le port du voile? Je peux dire personnellement, de mon point de vue, que c'est non. Parce que c'est la culture qui vient interagir dans la religion, puis faire une sorte d'amalgame entre ce qui est culturel et ce qui est religieux. La femme dans l'islam a toujours été présente comme commerçante, comme une femme active dans la société, comme enseignante, comme plusieurs carrières que la femme avait exercées. Pendant l'époque où l'islam est arrivé, la femme était détestée au point que les papas, quand ils ont une naissance d'une fille, ils vont l'enterrer vivante pour ne pas être déshonorée, alors que l'islam est venu
abolir cette pratique et condamner sévèrement cette pratique, puis donner plus de valeur en disant qu'un homme qui a 3 filles aura un château au paradis, que pour la femme, pour qu'elle accepte de te marier, tu dois donner une dot, qui est une coutume islamique essentielle à la validité du mariage musulman. Pour les mamans, on demande toujours d'être bénie quand on fait que du bien avec la maman. Et même, on dit qu'il faut prioriser la maman 3 fois, même avant le papa. Donc, la femme en islam était toujours valorisée. Arrivons au port de hijab. C'est quoi le hijab? Le hijab vient de la racine arabe hajaba, qui est couvrir ou dissimuler. Dans le contexte islamique, le hijab fait référence au code vestimentaire exigé pour les femmes musulmanes qui ont atteint la puberté. Et ce hijab, c'est une exigence de couvrir tout le corps, sauf à l'exception des mains et du visage. Mais c'est juste devant les hommes qui ne sont pas des proches de la famille, comme le papa, comme le fils, comme le mari, comme le frère, comme le beau-père. Mais le hijab n'est pas qu'un simple couvre-chef qu'on peut enlever. Le hijab, c'est vraiment une tenue qui fait partie de l'identité de la femme musulmane. Donc, à l'arrivée de la loi 21, moi, je peux dire que j'ai vécu à Montréal juste avant ce projet de loi. Puis, je n'ai jamais eu de problème. Je n'ai jamais vu de violence contre une femme musulmane. Moi, personnellement, j'ai toujours reçu que de beaux commentaires, des compliments sur ma façon de m'habiller, mes couleurs, comment je fais mon voile. Donc, il n'y avait aucun problème. Mais juste après le projet de loi sur la laïcité de l'État que Mme Pauline Marois avait déposé, tout a changé. On a vu une violence incroyable. Comme disait Lina, même que j'ai commencé à craindre sur ma vie personnelle. Je ne pouvais plus sortir parce que j'étais menacée. Puis, le fait de dire qu'on voulait libérer la femme, on n'a fait que l'isoler, on n'a fait que l'exclure avec ce projet de loi. Donc, le port de hijab est devenu vraiment un poids très lourd sur les épaules d'une femme musulmane voilée ici dans la société canadienne. Qu'est-ce qu'on voulait faire pour cette femme musulmane voilée? Est-ce qu'on voulait qu'elle enlève son hijab? Est-ce qu'on voulait la pousser avec une pression à choisir entre sa foi et sa carrière? Ben, je peux dire franchement que c'est ça ce qui est arrivé, que plusieurs femmes se sont trouvées dans le chômage forcé à cause de leur foi. Et pourtant, la Charte canadienne qui les a accueillies à leur arrivée leur a garanti ces droits, et le droit de ses croyances, de porter ce qu'elle veut, de faire ce qu'elle veut de elle-même, tant que ça ne touche personne. Donc, les réactions contre ce projet de loi, ou bien après que la loi a été adoptée, la loi 21, étaient entre deux catégories. Il y a ceux qui se disaient que c'était radical, injustifié, dénoncé par plusieurs universités et organismes humanitaires comme Amnesty International. Et pour les autres, il vient rendre service à la femme musulmane pour la libérer de l'autorité masculine qui lui impose le port du voile. Personnellement, je peux vous dire que surtout ici au Canada, un pays qui défend les droits des femmes, une femme musulmane ne se trouvera pas dans l'obligation de suivre son mari qui lui impose de porter le voile. Au contraire, c'est la femme qui demande et personnellement, c'est moi qui demande de porter le voile. Même si mon mari n'est pas contre, c'est moi qui a demandé. Donc, ce n'est pas une femme soumise qui va juste suivre
ce que son mari disait ou bien lui impose. Ça, c'est une chose. Puis, est-ce que, en disant que cette loi a voulu rendre service à la femme, est-ce qu'elle a pu atteindre son objectif? Est-ce qu'elle a réussi vraiment à libérer cette femme, à lui donner plus de chance dans la société canadienne? Ben, ce que je vois dans la société, l'impact de la loi de la laïcité sur la femme musulmane, c'est qu'un chômage forcé, être à la merci des décideurs ignorant sa réalité, dépendre financièrement d'un homme ou de l'État pour prendre de l'aide sociale pour pouvoir vivre, sûrement pas un exemple aux yeux de ces enfants qui voient que ces valeurs ne sont pas respectées, elle n'a pas pu défendre ses valeurs, elle n'a pas pu maintenir ses valeurs. Donc, vivre dans la peur pour les générations futures qui auront à composer avec des lois discriminatoires, des obstacles réels et majeurs pour son intégration. Donc, il va rester isolé, exclu dans la société. Ça ne va pas l'aider vraiment à s'intégrer dans cette société. Est-ce que cette loi, comme dirais-je, a rendu service aux femmes musulmanes? Je peux dire aussi que la femme musulmane est sortie avec une santé mentale affaiblie, un sentiment de rejet, d'exclusion, discrimination, insécurité et injustice, une violence visible, sans gêne et pratiquement justifiée contre la femme voilée. Pas mal de fois, j'ai dû subir des actes de violence conjugale ou bien des actions qui m'ont vraiment fait peur, que j'ai senti que j'étais en danger. Un affaiblissement à tous les niveaux, que ce soit économique, culturel ou social, privation de ses droits fondamentaux et primaires, ça joue sur l'estime de soi et la sécurité, une perte de compétences et de savoir-faire, puisqu'elle ne va pas exercer, elle va arrêter sa carrière, elle ne va pas trouver la possibilité de continuer à évoluer, à se développer, et beaucoup de problèmes familiaux, bien sûr, parce que vu que la femme, c'est le noyau de la société, c'est elle qui nous prépare les générations futures pour le futur du Canada, et quand elle ne va pas bien, quand elle n'est pas en bonne santé mentale, ça va avoir sûrement un impact sur sa famille, une augmentation de la haine à la xénophobie, puis un impact négatif sur la santé mentale de cette femme et le bien-être de la femme va juste justifier une réaction négative de ces enfants autour d'eux dans leur société d'accueil. Tout ça pour dire quels sont les choix qu'on lui laisse, qu'est-ce qu'elle peut faire et sont les choix qu'elle aura pour sortir de cette situation. Moi, je trouve qu'il y a juste 3 choix devant elle, soit quitter la société et se retirer, donc elle va perdre foi dans les principes véhiculés pour le Canada par rapport aux droits des minorités et aux droits de l'homme, ou bien quitter la province pour une autre province qui tolère plus la diversité, puis, et qui a plus d'ouverture d'esprit pour l'accepter et l'inclure dans la société, ou bien quitter le Canada carrément. Donc, personnellement, comme femme voilée qui a subi tout ça à Montréal, j'ai choisi le deuxième choix de quitter la province. Je suis pas mal contente et satisfaite dans ma société francophone ici en Ontario. Et je suis fière de côtoyer des gens qui étaient ouverts, qui m'ont offert une autre vie complètement différente de ce que j'ai vécu. J'ai fui l'humiliation, la peur, la discrimination, l'isolation, puis aussi j'ai fui l'humiliation. Dans tous ces cas, c'est une perte pour
la femme des fois, et pour la communauté entière et le pays entier, parce qu'on perd des compétences juste en jugeant leur apparence. Je vous remercie pour l'écoute et je voulais juste ajouter pour conclure que la femme, c'est une immigrante, une petite minorité, dans une petite minorité visible à cause de l'ignorance. Elle a beaucoup d'obstacles dans son chemin, beaucoup de défis à soulever. Donc, juste essayons de connaître cette personne, puis ne pas négliger son rôle important pour l'éducation et la préparation d'une génération future pour le Canada. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, Khatima. J'ai vraiment apprécié votre présentation sur la femme et l'islam. Parce que je pense, même moi, en tant que femme voilée musulmane, femme noire et voilée musulmane, je dois faire face à plusieurs obstacles ici, au sud de l'Ontario aussi. Alors, c'est quelque chose qui est très visible dans nos communautés, quelque chose que plusieurs femmes musulmanes, surtout visiblement, doivent en faire face. Donc, merci pour cela. Et puis maintenant, on peut passer à une petite session questions-réponses de nos participants. Et nous avons 2 questions dans la section Q&R. Et comme je vous invite encore de poser des questions si vous voulez, ou même lever la main si vous voulez. Et puis ces questions-là, je vais juste les poser et puis tout le monde a le droit de réponse, n'importe quel panéliste. Et peut-être on peut même commencer avec, pour la première question, c'est quand même... Donc, l'islamophobie n'est-elle pas causée par le fait qu'on ait observé régulièrement les guerres dans plusieurs pays où l'islam est la religion principale, Afghanistan, Syrie, Libye, etc., contrairement aux autres pays? Alors, est-ce que je peux inviter peut-être professeur Shedley à répondre à cette question? Donc, je peux la répéter. Non, ça va, je l'ai noté. Ça va? Parfait, merci beaucoup. Bon, je crois que c'est évident que la situation qu'on vit au Canada ou qu'on vit même dans une province, souvent elle est en lien avec une situation beaucoup plus globale. Donc, il y a une réalité géostratégique qui fait que depuis le 11 septembre, l'islam a été vu beaucoup comme un problème civilisationnel. Certains ont défini même ça comme un combat entre 2 civilisations et que ça a entraîné des guerres et des conflits à travers le monde. Donc, je crois que c'est ça qui fait aussi que ça crée après, bon, il y a une scénarisation. Moi, dans mes recherches, souvent, c'est-à-dire, je me suis intéressé dernièrement à un enjeu quand même qui touche beaucoup de musulmans, c'est la question de la mort et la question des cimetières et la question des lieux de sépulture et finalement, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un meurt au Québec ou au Canada ou à Moncton et cette personne peut soit être rapatriée dans son pays d'origine, comme beaucoup de musulmans le font, mais de plus en plus, on veut aussi enterrer les proches près de nous, comme la seconde génération qui n'a peut-être pas envie de retourner dans le pays d'origine, qui ne saisit pas nécessairement aussi tous les codes du pays d'origine. Il y a beaucoup de musulmans qui sont peut-être pas pratiquants, qui sont moins attachés au pays d'origine, qui veulent être alors qui saisissent peut-être moins tous ces codes. Et donc, il y a dans cette histoire des cimetières, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des histoires très belles au niveau local, d'entraide, de solidarité entre des populations musulmanes et des locaux, on va dire entre guillemets. Mais il y a aussi une scénarisation qui s'installe, qui se fait parfois à partir d'images qui sont un peu erronées. Et puis ça, c'est beaucoup les médias. Alors, pour répondre à la question, les médias ont un peu, bon, de façon sensationnaliste, présenté parfois certains enjeux comme des enjeux qui sont incompatibles, mais en réalité, des fois, il faut quand même voir qu'il peut y avoir des choses intéressantes. Et puis, je terminerai juste en disant que moi, en tout cas, je crois qu'il ne faut pas aussi essentialiser l'islam. Il ne faut pas essentialiser le musulman. Il ne faut pas que nous, les musulmans, on essentialise aussi l'islam. Il faut que ça soit D'ailleurs, l'islam, c'est pas un bloc, c'est pas monolithique, c'est très varié.
Ce qui est important, je crois que c'est d'aller vers un questionnement dans notre société canadienne autour d'une chose, la montée du nativisme, hein, la montée du nativisme, comme on a vu récemment, avec des manifestations de l'extrême droite, les inégalités, on en a parlé, les statistiques le montrent, les inégalités, pourquoi la seconde génération, même si on est de la seconde génération, on a encore du mal à percer, et les exclusions, toutes les formes d'exclusion. Je pense que c'est sur ces grandes questions qu'on doit travailler. Oui, merci. Et puis, Monsieur Chera, avez-vous quelque chose à ajouter à cela? Juste par rapport à... Non? OK, parfait. Merci beaucoup. Donc, on peut passer à la prochaine question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait ajouter à la question qu'on vient juste de répondre? Et sinon, Non, on peut excuse-moi, j'avais justement quelque chose à ajouter par rapport à ça. Oui. Je crois que même les musulmans, en fait, à un moment, devraient arrêter de se victimiser, en fait, et travailler sur leur société en tant que telle, parce que en étant musulman, on sait que le Coran peut être interprété de différentes manières. Et donc, il y a tellement d'interprétations qu'il y a de musulmans, en fait. Et justement, tout ce qui se passe, les guerres qui se passent, en fait, un peu partout dans le monde, et dont la cause est des populations musulmanes, en fait. Ces personnes-là, en fait, eux aussi se disent musulmans et suivent le Coran. Et je crois que ça peut prêter à confusion. Et donc, je crois que c'est le rôle aussi des musulmans, en fait, ici au Canada et partout dans le monde, de condamner les actes quand ils sont condamnables et de faire écouter leur voix autrement que de jouer, en fait, de jouer aux victimes. Je ne sais pas si mon idée est claire. Donc, autant il faut combattre l'islamophobie, il n'y a pas de doute là-dessus, autant tous les musulmans, en fait, ou les gens qui se considèrent de culture musulmane, devraient condamner, en fait, tous les actes, même ceux, en fait, perpétrés par des musulmans, et avoir des positions claires quand il s'agit d'actes, en fait, qui sont tout simplement condamnables. Donc, voilà, c'était un peu ça mon idée. Soukaina? Permettre de continuer là-dessus, je trouve ça quand même intéressant de parler de cette pluralité de la communauté musulmane. On peut le voir, je pense que je vais faire une annonce choc, je suis musulmane et je ne suis pas voilée, et ça démontre justement cette pluralité-là. Ceci dit, un point qui est quand même sur cette question-là de parler des différentes guerres qui existent. Puis quand on parle de la guerre, on parle du terrorisme aussi. Puis souvent, on associe terrorisme à l'islam et on associe que c'est autres personnes qui sont musulmanes qui sont affectées par le terrorisme. Ceci dit, ce qu'on se rend compte, c'est que le terrorisme affecte de plus les musulmans. C'est les musulmans qui sont les principaux cibles. C'est les musulmans qui sont les principaux qui ont des dommages collatéraux, qui meurent à cause de ce terrorisme-là. Et souvent, tu as le débat aussi qui dit, quand tu as une attaque terroriste qui se passe, c'est aux musulmans de prendre une prise de position, puis ils devraient parler et dénoncer. Chose que je pense que oui, définitivement, il faut le faire. Ceci dit, je ne pense pas que ça devrait être le poids seulement sur les musulmans. Parce que pour ne pas rentrer dans le tokenisme, et aujourd'hui, quand j'ai accepté de venir parler, je ne suis pas là pour représenter la population musulmane. Je suis là pour représenter Soukaina Boutieb, une simple citoyenne franco-ontarienne qui est musulmane et qui veut parler de son témoignage, mais je ne suis pas là pour parler de toute la société. Donc, je pense qu'il faut arrêter de mettre le fardeau sur la personne musulmane qui doit parler au nom de tout le monde, parce qu'on vient de le dire, il y a cette pluralité-là. Et je pense aussi qu'il faut parler de cette solidarité. On est dans une communauté, oui, la communauté musulmane est plurielle, mais la francophonie canadienne est encore plus plurielle. Elle est riche de cette pluralité-là. Puis si on ne travaille pas ensemble et si on arrête de se pointer du doigt, mais en travaillant ensemble vers des solutions, je pense qu'on aura une société encore plus accueillante et où tout le monde peut se sentir aimé, accepter et choisir mettre un foulard ou ne pas mettre un foulard sans devoir à expliquer son choix à chaque fois. Merci pour cette réponse, Soukaina. Est-ce qu'il y a d'autres contributions à cette question?
On a d'autres questions qu'on peut répondre aussi. Et puis, je pense que la prochaine question est plus ou moins ou pas mal similaire où on peut suivre un peu ce même train pour la prochaine question. Alors, nous avons une question qui dit « Les attentats du 11 septembre, les différents attentats terroristes combinés à la montée de gouvernements populistes un peu partout dans le monde sont à l'origine de la montée de l'islamophobie. C'est une réalité avec laquelle les musulmans canadiens doivent vivre. Les actes islamophobes sont le quotidien de plusieurs d'entre eux. Comment, comme francophones, pouvons-nous combattre l'islamophobie à notre niveau, car comment on dit que chacun balaie devant sa porte et les rues seront nettes. Est-ce qu'il y a une réponse à cette question? Et je pense que c'est très intéressant de voir comment on peut répondre. Oui, c'est important de voir comment le monde global ou comment les musulmans en général peuvent réagir à plusieurs différentes choses, mais en même temps, ça revient à ce que les impacts sont souvent individuels et les impacts sont souvent ciblés vers à chaque personne et ciblés d'une façon individuelle. Et la manière dont moi je vis l'islamophobie est différente de la manière dont Sukaina, par exemple, ou M. Chera, ou par exemple Lina, va vivre l'islamophobie aussi. Donc, et je pense que c'est très important d'apporter cette touche personnelle, certainement. Alors, comment pouvons-nous, en tant que francophones, combattre cette islamophobie d'une façon individuelle, mais aussi globalement en tant que francophone canadien? Et puis, peut-être je peux passer ça à Lina. Oui. Donc, effectivement, c'est une bonne question parce que c'est bien beau de parler des problèmes, mais il faut parler des solutions aussi. Donc, ça marche pour peu importe le système d'oppression, que ce soit le racisme, le sexisme, l'islamophobie, etc. Mais c'est d'être un allié. Donc, il faut quand même être prudent avec le concept d'allié. Tu as un allié qui est une personne qui prend position pour défendre les droits des individus, des droits qui sont consacrés, un choix de société, un consensus national qui est consacré dans la charte et qu'on protège en tant que Canadiens et Canadiennes. Et ne pas tomber dans être un allié performatif. Ça veut dire simplement sur les réseaux sociaux, on partage, on share, whatever. On se comprend. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est en tant qu'allié, c'est d'abord d'écouter et de croire les expériences qui sont vécues par les minorités, par les gens qui sont sujets à certains systèmes d'oppression. Donc, ça peut paraître banal, mais lorsqu'une personne vit un incident islamophobe, une personne qui peut ou ne peut pas être nécessairement musulman, mais qui paraît qu'il est, c'est déjà excessivement difficile d'en parler. C'est pour ça que le 2/3 des crimes haineux ne sont pas rapportés. Donc, il y en a beaucoup qu'on ne sait pas. Et d'avoir le courage de l'avouer, de le partager, c'est déjà une chose. Et en tant qu'allié, il faut qu'on soit ouvert à écouter et de les croire. De ne pas dire des choses comme « ben là, t'exagères, franchement. » Alors, je suis sûre que ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Des trucs comme ça. Donc, ça, c'est une façon qu'on peut travailler ensemble pour favoriser ce dialogue-là, pour comprendre le problème et pour le contrer. Ce serait ça, d'abord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres apports à cette question? Et je pense que même cette conversation, ce panel est une étape vers une solution, une étape vers la conversation qui s'ouvrira par rapport à l'islamophobie au Canada. Donc, c'est vrai que c'est le cas. Mais peut-être j'ai une question pour Katima spécifiquement. Donc, on demande, avez-vous rencontré tout de même du racisme en Ontario? Dans quel contexte? Le travail, loisirs, etc. Juste basé sur votre expérience du passé. En Ontario, j'ai trouvé plus d'ouverture, plus d'inclusion, mais ça n'empêche que des fois, on peut sentir ce sentiment de discrimination. Oui, je l'ai senti, sauf que comme disait M. Ali, l'objectif, ce n'est pas de se victimiser et de dire que je suis victime, c'est de mettre le doigt sur le problème et essayer de trouver des solutions
Parce que personnellement, je suis une personne très positive et je ne cherche pas derrière c'est quoi les problèmes. Pour moi, il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Donc, je cherche une solution. Déjà, je l'ai fait quand j'étais à Montréal et j'ai quitté pour venir ici au lieu de prendre mes valises et rentrer chez moi. J'ai juste fait une deuxième immigration qui n'est pas facile. Puis, le fait de parler des problèmes, c'est parce que je ne veux pas que d'autres personnes vivent ce que moi j'ai vécu. Je suis là pour éviter qu'une femme, par exemple, afghane, qui vient demain de son pays pour fuir la guerre comme réfugiée, trouve un comportement complètement agressif contre elle juste parce qu'elle a choisi de couvrir son corps. C'est un droit fondamental de faire ce qu'on veut de notre corps, de croire à ce qu'on veut. Donc, dans le domaine professionnel, je peux dire que le positif est plus que le négatif. Oui, il y avait une discrimination des fois, mais peut-être, et comme je l'apprends moi, peut-être ce n'était pas vraiment voulu, ce n'était pas vraiment adressé par mauvaise foi. C'est comme j'ai dit dans ma présentation, c'est l'ignorance de l'autre. Comment moi je corrige ça? Je corrige ça pour d'aller vers l'autre, d'aller montrer à l'autre mon ouverture et l'inviter aussi à s'ouvrir à moi, poser ses questions si il veut s'informer sur la personne que je suis ou bien pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais cela. Pour moi, c'est ça la solution, c'est de s'ouvrir à l'autre puisque on est en train de vivre dans une société multiculturelle et on est obligé d'apprendre à vivre ensemble. Donc, accepter l'autre comme il est, personnellement, quand je vais voir un médecin, quand je demande de voir une médecin femme, c'est un droit, je pense, que je peux choisir pour moi. Par contre, des fois, ce n'est pas accepté, tandis que pour une femme qui est lesbienne, par exemple, qui refuse de voir un médecin homme, c'est accepté. Donc, je ne veux pas que les lois soient au service de la politique. J'aime ça que le contraire qui soit fait. Donc, oui, la discrimination se trouve partout. Je me suis fait agresser dans la rue plusieurs fois, verbalement. J'étais juste exposée à une méchanceté gratuite de quelqu'un qui vient au feu rouge, juste à côté de moi. Il baisse sa fenêtre juste pour me faire le mauvais doigt. À plusieurs reprises, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Chose que je n'ai pas vue au Québec, que je n'ai pas vécue au Québec. Par contre, j'ai vu d'autres modèles. Mon problème au Québec, c'était la discrimination au niveau professionnel. C'est que je n'étais pas autorisée à travailler en tant que juridique, que juriste dans le domaine juridique. Je n'étais pas acceptée à travailler puisque je devrais travailler dans le palais de justice. Donc, ça, c'est l'accès m'aurait été limité ou interdit pour exercer le métier que j'aime. Puis ici au Canada, oui, je fais autre chose, loin de ma carrière initiale, mais quand même, je suis satisfaite. J'ai pu me trouver. Puis la femme voilée, le voile couvre ses cheveux, mais pas son cerveau, pas ses compétences. OK? Puis aussi, comme disait Soukaina, dans l'islam, il y a une pluralité. Il y a vraiment un choix de choisir ce qu'on veut faire de soi-même. Ça, c'est une culture. C'est la culture avec laquelle j'ai grandi dans mon pays d'origine, le Maroc, où il y avait vraiment le choix de faire ce qu'on veut. On peut trouver des mosquées qui sont pleines le vendredi et on peut trouver des bars qui sont pleines et des boîtes de nuit qui sont pleines les samedis soirs. Il y a les plages où tout le monde se baignait avec des maillots de bain. Donc, j'ai grandi dans cette diversité. Puis, je ne m'arrête pas sur le problème. J'avance, je cherche d'autres pistes. Donc, c'est ce que je recommande pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse.
Et puis, peut-être on peut prendre la dernière question avant de passer au témoignage. Et on a une question, on demande quelle comparaison peut-on faire entre le racisme général et l'islamophobie? Pensez-vous que les approches de lutte contre le racisme peuvent fonctionner pour lutter contre l'islamophobie? Alors, peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait aborder cette question avant qu'on continue? Peut-être 2 ou 3 personnes même, si vous voulez. Lina? Oui, je peux y aller. Je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre, mais je peux y aller. Donc, c'est vraiment une bonne question. En fait, les deux peuvent être intersectionnalisés parce que tu peux être noir et musulmane, bien sûr, on voit avec Okura, et en étant femme et musulmane aussi, tu fais face à d'autres enjeux. Donc, c'est ça que ce que je veux dire par l'intersectionnalité des systèmes d'oppression. Et donc, quand vous disiez quelle comparaison peut-on faire entre le racisme en général et l'islamophobie et comment on peut les approches de lutte, ben simplement, c'est environ la même chose, dans le sens où ce qu'on veut, c'est de déconstruire. Ce qu'on veut, c'est de mettre le doigt sur le bobo, comme on dit, et mettre fin à des politiques qui renforcent, en fait, ces systèmes d'inégalité qui existent pour différentes historiques coloniales, etc. Alors, le racisme, c'est la discrimination fondée sur la race. Bien sûr, la race comme étant un construit social et non comme étant une réalité biologique. Et l'islamophobie, ben, c'est la discrimination fondée sur l'islam, sur la pratique de la religion, ou même l'apparence de pratique de religion, de l'islam. Donc, au bout du compte, si on veut, c'est les deux faces de la même médaille. Donc, on veut travailler pour les démanteler de manière simultanée parce qu'ils se nourrissent mutuellement et on ne pourra pas mettre fin à l'un sans mettre fin à l'autre aussi. Oui, bien sûr, certainement. Je pense que lorsque j'ai lu cette question, c'est intéressant, comme tu as dit, Lina, c'est vraiment quelque chose d'intersectionnel. Et pour moi, je ne peux pas séparer l'islamophobie que je suis en train de vivre comme du racisme. Alors, c'est toujours 2 choses qui existent en même temps, surtout en tant que femme noire, voilée, musulmane. Les forces qui existent pour permettre au racisme de continuer dans la société sont les mêmes forces qui existent, qui font en sorte que l'islamophobie est dans notre société aussi. Donc, je pense que les approches pour défaire ces systèmes sont plus ou moins similaires ou plus ou moins la même chose. Et puis, l'islamophobie est vraiment en même temps racialisée du façon qu'une personne visiblement différente ou visiblement musulmane va peut-être se faire traiter différemment d'une personne qui a peut-être l'apparence un peu moins stéréotypiquement comme musulmane. Alors, je pense que c'est très important de prendre en compte le fait que les intersectionnalités entre personnes, entre races, entre religions existent et que cette intersection fait en sorte que les expériences vont être spécifiques à ça aussi et ne peuvent pas être séparés l'un de l'autre non plus. Alors, merci pour cette question. Mais je vois que le temps est en train de couler, c'est tellement une bonne discussion, mais peut-être je peux passer la parole à Soukaina pour nous parler un peu de son parcours personnel par rapport à sa religion et par rapport à l'islam. Certainement, merci beaucoup. Écoutez, un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Puis je vais me permettre, je ne l'ai pas dit au début, un salam alaikum qui veut dire paix soit sur vous pour ceux qui sont à côté de nous et de là où vous êtes. Donc, on m'a demandé de parler un petit peu de moi, je dirais, je vais l'appeler de mon voyage spirituel comme ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en tout cas, Soukaina, je suis une fière immigrante de première génération qui est venue ici au Canada à l'âge d'adolescence. J'ai eu la chance d'aller dans une école francophone ici à Ottawa, donc de poursuivre mes études postsecondaires par la suite. Mais je vais d'abord rester sur mes études secondaires. J'étais dans une école très, très multiculturelle. Ce qui veut dire qu'arrivé au Canada, rapidement, j'ai pu voir qu'il y a d'autres religions, qu'il y a d'autres manières de pratiquer la religion. Puis ça a été toute une ouverture d'esprit pour moi, mais au-delà d'une ouverture d'esprit, ça a été une découverte, je devrais dire.
Et malgré qu'il n'y avait pas de représentation dans les livres d'école par rapport à des personnes qui sont pareilles que moi, qui me permettraient de penser à penser à peut-être un emploi ou au-delà d'un emploi, mais avoir une perspective d'une personne qui réussit dans la société canadienne, malgré qu'il n'y avait pas ça dans mes livres d'école, mais en tout cas, je pouvais vivre cette multiculturalité-là au sein de mon école. Grandissant, jeune adulte, surtout quand j'ai commencé à travailler, je devrais dire, et c'est là où je me suis retrouvée dans ce voyage spirituel que moi-même, j'essayais de comprendre c'est quoi l'islam. On l'a dit, il y a une pluralité dans l'islam. J'ai découvert le féminisme et l'islam, deux notions qui pourraient nous paraître très difficile à ce qu'elles soient compatibles et pourtant elles sont très compatibles. Cette relecture de la justice sociale, de l'égalité de sexe et cette déconstruction du patriarcat aussi qui est dans l'islam. Bref, je suis dans ce voyage spirituel, donc j'essaie de vous garder avec moi et à tous les jours vivre des microagressions. Et quand je parle de microagressions, à devoir expliquer pourquoi je décide de ne pas boire de l'alcool. Je suis quelqu'un qui n'a jamais bu de l'alcool, je ne sais pas qu'est-ce que ça goûte et ça ne m'a jamais intéressée. Et je me suis toujours dit, si ça ne m'a pas intéressée plus jeune, ça m'intéresserait encore moins à cet âge-ci, mais devoir toujours l'expliquer. Et quand je l'explique pourquoi, quand je fais une référence à la religion musulmane, les regards sont différents, le jugement est différent par la suite. Et aussi triste que cela paraisse, des fois, je m'amusais à dire, écoutez, j'ai été une ancienne alcoolique, puis j'ai décidé d'arrêter. Puis il y avait des applaudissements. Et c'est là où j'ai remarqué vraiment je me dis vraiment, ça, c'est de la discrimination clairement que je suis en train de vivre, où c'est plus accepté de dire que j'ai des problèmes d'alcool que de dire, ben, c'est un choix personnel, c'est un choix individuel, puis je ne veux pas boire. Donc, ça en est un exemple. Ou encore, un autre exemple, c'est faire Ramadan. Donc, vous le savez, Ramadan, c'est jeûner. Puis d'ailleurs, Ramadan s'en vient très bientôt au mois d'avril. Puis devoir à tous les jours, devoir expliquer pourquoi je jeûne, pourquoi que non, je ne vais pas mourir si je ne bois pas de l'eau et je ne mange pas du matin jusqu'au soir. Je vais rester vivante, ne vous inquiétez pas. Mais tout cela, ça peut paraître que c'est des questions qui peuvent être des questions de curiosité. J'ai envie de rappeler l'importance de la démarche et de l'authenticité de la personne qui la pose. On est tous des individus, on est des individus comme Katima l'a dit, les femmes ont un cerveau, qu'elles aient un foulard ou non, il y a un cerveau qui est là en train de réfléchir. On peut justement voir cette démarche-là d'authenticité d'autres personnes. Est-ce que c'est vraiment une curiosité, puis on est très ouvert à expliquer pourquoi on pratique, puis avoir cette connaissance-là, puis ce partage, ou est-ce que c'est des questions où, dans le fond, par la suite, les commentaires qui s'en vont, c'est juste pour ridiculiser la personne, ou ça devient des jokes, et ça continue là-dessus. Bref, c'est des micro-agressions que j'ai énormément vécues en tant qu'individu, encore plus jeune. J'avais peut-être aussi une carapace moins solide où je laissais aller certaines blagues, comme on dirait, mais qui passeraient peut-être moins à mon âge un peu plus vieille maintenant, où j'ai pris un peu plus de confiance en moi-même. Mais bref, tout ça pour dire l'importance de l'authenticité de l'individu. Puis je pense aussi, quand on parle d'accueillir des réfugiés afghans, il y a cette pluralité-là qu'il faut reconnaître. Il y a aussi l'importance du choix. Puis je pense que le choix des femmes, il faut le respecter. Qu'une femme a le choix de mettre un foulard ou non, il faut le respecter. Et ce n'est pas à nous de lui dire, est-ce que tu as fait ton choix ou non? Je pense qu'il faut respecter ce voyage spirituel pour chacun et chacune, de le respecter et de le laisser aller et de l'accepter telle qu'elle est la personne. Parce que quand on se sent toujours à devoir s'expliquer, à devoir expliquer qui nous sommes, qui est un peu dommage parce que d'autres personnes n'ont pas besoin d'expliquer pourquoi ils sont chrétiens. Pourtant, c'est un voyage spirituel pour chaque personne aussi, là, où ils vont être beaucoup plus pratiquants, moins pratiquants, c'est des choix qui nous suivent tout au long de notre parcours de vie, j'ai envie de dire. Mais en tant que musulmane, on doit toujours le faire. Et à devoir toujours le faire et à s'expliquer, ça viendrait retarder, voire éradiquer ce développement du sentiment d'appartenance à la communauté d'accueil et à la communauté francophone. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important à reconnaître. À reconnaître aussi que si on a besoin de s'instruire, je pense qu'il y a des manières de le faire. Et d'ailleurs, un panel comme celui-ci, c'est une belle manière de commencer ces discussions. Puis je félicite les partenaires d'avoir pris l'initiative de parler de ce sujet. À moins que je me trompe, c'est une première fois que je vois qu'on parle de l'islamophobie au sein de nos communautés.
C'est vraiment la première fois que ça arrive et ça ne devrait pas être la dernière fois. Ceci est un début de discussion. Je pense donc que c'est une responsabilité de chacun et chacune de s'instruire. Je pense aussi quand on a des postes de leadership. Là, je sais que je voyais un peu les participants et participantes. Il y en a plusieurs qui ont des postes de leadership dans nos communautés. Quand on a un poste de leadership dans nos communautés, on a cette responsabilité de savoir qui est notre communauté. Je pense qu'il y a devoir de savoir qui est notre communauté, de comprendre cette pluralité et de prendre le temps de s'éduquer avant de chercher à ce qu'une personne nous éduque. Je pense qu'il y a Internet, il y a des livres, donc il y a vraiment cette responsabilité, puis l'enlever, que ce soit toujours la personne qui est oppressée qui doit éduquer l'oppresseur. Là-dessus, j'utilise des grands termes certainement, mais c'est des termes qui sont la réalité. C'est la même chose qu'on pourrait voir par rapport aux personnes noires également, que c'est les personnes noires qui devraient éduquer les personnes blanches par rapport au racisme qu'elle est en train de vivre. Je pense qu'il faut arrêter de toujours demander aux personnes qui ont moins de pouvoir ou moins de voix à devoir expliquer aux autres à chaque fois. Donc, l'éducation vient d'abord de l'individu, de la démarche de l'individu. À rappeler aussi, quand on parle de l'islamophobie définitivement se traduit, c'est une hostilité qui est là par rapport aux musulmans. Mais quand on parle de cette hostilité-là, elle se traduit par du racisme, elle se traduit par du sexisme aussi, elle se traduit par la discrimination. Puis c'est des réalités, et voire même craindre sa vie. Et je pense que c'est quand même important de parler de ça. Quand on est rendu dans une société où quand tu vas dans la mosquée, tu as peur et tu es en train de barrer des portes parce que tu as peur qu'on vienne te tuer pendant que tu es en train de faire ton droit le plus strict, qui est de pratiquer ta religion que toi, tu veux pratiquer. Je pense qu'on est définitivement dans une société où il y a une montée, si ce n'est pas déjà de l'islamophobie, d'une injustice qui est là. Puis je pense que c'est important de reconnaître qu'il y a cette montée-là, mais de savoir comment on pourrait limiter, voire l'éradiquer. Bref, je voudrais vraiment finir par dire que les femmes, il y a une pluralité. Les femmes musulmanes, il y a une pluralité, mais encore plus la communauté musulmane, il y a cette pluralité-là. Une femme musulmane, elle peut avoir l'air de tout et de n'importe quoi. Elle peut avoir les yeux bleus, comme elle peut être blonde, comme elle peut être avec un foulard, comme elle va choisir de mettre un niqab et un tchadar. Je pense qu'au bout de la ligne, peu importe ce que la femme décide de porter, il faut qu'on arrête de dire à la femme, voici comment tu dois être. Que ce soit de me dire de ne pas porter une mini-jupe parce qu'elle est trop courte ou de ne pas trop me cacher, c'est à moi de choisir qui je veux être. Comme moi, je ne dis à personne comment vous devez vous habiller quand vous vous réveillez le matin. Donc, ça, je pense que c'est quand même important à reconnaître, mais aussi de rappeler notre communauté francophone aussi, il faut le dire, notre communauté francophone, on a beaucoup de personnes magnifiques qui ont fait ce cheminement-là d'éducation par rapport à eux-mêmes. Puis je pense que c'est important de les reconnaître. Puis une chance qu'il y a ces gens-là autour de nous qui sont des alliés, puis je les encourage encore plus à continuer à être des alliés. Vous allez vous reconnaître parce que vous êtes dans ce panel-ci. Vous êtes dans cette discussion-ci, c'est une étape en premier. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est important pour vous. Donc, je vous encourage dans ce cheminement-là. Je vous encourage aussi à en parler plus, à discuter, puis à s'éduquer sur le sujet. Fait que, ceci est mon témoignage. Merci beaucoup, Sukena. J'ai vraiment adoré ça et j'adore toujours tes interventions. Donc, merci pour ça. Et peut-être je peux même passer la parole à professeur Belroja pour nous parler un peu de votre expérience ou un témoignage personnel par rapport à votre parcours. Je n'ai pas vraiment envie de parler de parcours ou de témoignage. Je ne pense pas que j'aimerais tout simplement rappeler l'importance, en fait, d'abord la manière dont les organismes francophones s'engagent sur ces nouvelles questions. Ça, je trouve que c'est au-delà des témoignages. Je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir vraiment la façon dont des organismes comme la FCFA ou la Fondation Dialogue. Moi, je connais très bien ces organismes parce que j'y œuvre depuis 20 ans presque et j'ai eu la chance de participer à des tables de concertation avec, à l'époque, c'était Citoyenneté Immigration Canada, où on commençait à parler d'immigration francophone et puis on avait des gens qui venaient à la table et qui parlaient que de nous. On veut des immigrants pour nous. Et petit à petit, on a vu comment le discours évolue. Alors, je pense que c'est important de voir comment le discours évolue. Comment le discours évolue d'une manière à prendre en considération les différences, les différentes façons de vivre, les différentes
couleurs de la francophonie, je dirais les différentes composantes de la francophonie, de l'espace francophone. Et je crois que dans un contexte où on accueille, on va dire, des réfugiés, là encore, il ne faut pas uniquement voir ça de façon utilitariste, instrumentale, parce que dans l'immigration, on a beaucoup cette vision-là. On veut des immigrants pour nous. Je crois qu'il faut voir en fait comment, quand on accueille des réfugiés ou quand on accueille des populations plus vulnérables ou des populations là qui, on l'a vu avec la communauté, avec les Syriens déjà, comment on développe en fait l'accueil au-delà de seulement la question des services aussi. Ça, c'est une question moi, qui m'intéresse beaucoup dernièrement. Je travaille beaucoup à partir du concept d'hospitalité. Comment on est, c'est quoi l'hospitalité quand on accueille des gens? Comment on voit des bénévoles s'impliquer? Comment on a pu voir toutes sortes de personnes s'impliquer aussi? La société canadienne, donc au-delà même des structures d'accueil, d'établissement, des structures, il faut voir comment la population en général perçoit ces grands enjeux. Alors, moi, je crois qu'il y a vraiment des choses intéressantes qui se passent. Comme je dis souvent maintenant, c'est comme des plaques tectoniques qui changent au Canada. Il y a des grandes plaques identitaires, hein, immigration, autochtonéité, diversité, bilinguisme, tout ça, c'est en train de bouger un peu parce qu'il y a des changements démographiques et la population change, mais en même temps, il faut être conscient qu'il y a des inégalités, des exclusions et qu'il faut être très vigilant. Donc, voilà ma contribution. Merci beaucoup. Et j'ai pensé à une question qui est un peu reliée à ce que vous venez de partager avec nous. Et peut-être je peux même poser cette question à M. Chera et je pense que ça pourrait commencer une petite table ronde, une petite discussion entre nous tous, mais peut-être parler du fait on sait que, par exemple, cette conversation est un peu informée par le fait que nous allons recevoir ou accueillir des réfugiés de l'Afghanistan ici au Canada. Donc, une question que plusieurs personnes se posent, c'est comment est-ce qu'on rend nos communautés plus accueillantes, comment est-ce qu'on rend la communauté un peu prête, je dirais, à recevoir les nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants de l'Afghanistan ou de la communauté musulmane mondiale en général. Donc, peut-être je peux juste demander, as-tu peut-être des conseils aux personnes qui travaillent dans les services de l'immigration pour peut-être comment est-ce qu'on peut mieux accueillir ces personnes-là dans nos communautés? Je vais peut-être commencer par au niveau de l'exécutif, en fait. Nous, en tant qu'organisme, l'agent de liaison doit être empathique, en fait, et curieux de l'autre. C'est tout simplement ça. Mais d'un point de vue global, en fait, c'est vrai que cette histoire d'islamophobie est très complexe parce que moi, d'origine marocaine, en fait, oui, musulman de culture, je me considère peut-être un peu plus proche de l'espagnol qui est à 14 km que de l'afghan musulman qui est à des milliers de kilomètres, en fait. Et donc, c'est vrai que nous sommes tous musulmans, culturellement musulmans, mais il y a énormément de différences, en fait, culturelles entre les populations qu'on ne peut pas traiter, comment dire, l'accueil, en fait, d'un réfugié afghan, justement, qui fuit la guerre, comme on traite un musulman qui a fait l'immigration économique et qui est venu au Canada peut-être pour d'autres choses, autre le fait de fuir la guerre. Donc, il y a énormément de subtilités. C'est bien de traiter la question dans sa globalité, mais moi, ma peur, justement, est qu'on perd justement ces subtilités-là à vouloir, je ne sais pas, traiter tous les musulmans de la même manière ou je ne sais pas comment l'expliquer plus clairement. Et donc, pour moi, en fait, pour les immigrants afghans, il faut déjà connaître leurs besoins, en fait. Parce que quand on vient d'un pays qui a été déchiré par la guerre pendant des années et des années, il faut que ces agents de liaison, en fait, ou ces agents d'intégration, déjà, sachent traiter avec des gens qui reviennent de guerre. Ça, je crois que c'est un point beaucoup plus important que de savoir s'ils sont musulmans ou non. Il y a plein de petites nuances comme ça, en fait, qu'il faut traiter en priorité avant d'arriver à cette histoire d'identité religieuse ou culturelle ou peu importe.
Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure, en fait, d'islam culturel, parce que j'ai juste peur, en fait, quand on globalise trop une question, en fait, on perd toutes les nuances qui font que nous sommes différents, en fait, soit culturellement, soit personnellement. Donc, et voilà, c'est juste ça ce que je voulais dire. Merci. Oui, certainement. Je pense qu'en pensant à cela, lorsqu'on parle, par exemple, spécifiquement des réfugiés de l'Afghanistan, on sait que, par exemple, la majorité de la population afghane ne parle peut-être pas le français. Mais moi, par exemple, je viens d'un pays majoritairement musulman, qui est le Tchad. Mais au Tchad, la majorité des gens qui vont venir au Canada parlent déjà le français. Donc, c'est déjà une chose qu'on doit considérer, c'est comment est-ce qu'on adresse les diverses communautés d'une façon d'une façon qui correspond à leurs besoins. Donc, est-ce qu'ils ont besoin de traduction ou d'interprétation dans divers contextes, par exemple, ou est-ce qu'ils ont besoin de l'aide à retrouver quelque part où il y a une communauté qui parle leur langue, etc. Donc, il y a exactement plusieurs choses à considérer, surtout parce qu'il y a tellement de nuances et de différences entre différentes communautés dans la grande communauté musulmane. Mais peut-être Katima peut continuer avec cette réponse ou une autre réponse. Oui, moi, je veux juste intervenir à l'intervention de M. Ali qui disait, et il a bien raison, qu'il y a beaucoup de différences entre les musulmans du monde. C'est vrai, mais ça, ce n'est pas juste pour les musulmans, c'est pour toutes les autres religions, les autres ethnies, puisque le musulman ne représente jamais cette religion qui est l'islam. Chaque musulman représente lui-même. Moi, en tant que Katima, je ne représente pas la femme musulmane, ni la femme voilée, ni je représente juste Katima. Pourquoi? Parce que pour moi, personnellement, la religion de l'islam est parfaite. Mais moi, je ne le suis pas. Je suis un être humain comme tout le monde. OK? J'ai le droit de faire des erreurs, j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de malcompréhension des choses et de juste me corriger au long de mon chemin. Donc, si je fais quelque chose de mauvais, il ne faut pas juger ma religion, il faut me juger moi en tant qu'être humain. Comme le crime, comme beaucoup de choses qui se passent. Par exemple, quand on dit que le terrorisme est islamique, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce sont des êtres humains, des criminels qui ont, par exemple, fait un acte criminel. Comme quand on voit que c'est un chrétien, ou bien c'est un juif, ou bien qui le fait, c'est juste nommé un criminel qui a fait un crime. Mais quand c'est quelqu'un d'un pays musulman, c'est le mot terrorisme islamique qui sort. Alors que nous, en tant que musulmans, on se prend avec la justification. À chaque fois quelque chose qui se passe en Afghanistan, moi, je dois le justifier pour dire « Ah non, l'islam n'est pas comme ça ». Donc, ça, c'est un point que je voulais éclaircir, c'est que oui, il y a beaucoup de diversité, OK? Et aucun de nous n'est à la position de représenter cette religion ou bien une culture ou bien n'importe religion ou n'importe culture. Mais il faut juste se rassembler sur ce qu'on partage, ce qui nous unit en tant qu'être humain. Ce que je demande personnellement, c'est le traitement humain pour ces gens-là. Pas besoin de connaître qui je suis, c'est quoi ma culture, comme disait Soukaina. Je crois à quoi, je fais quoi, je viens d'où, c'est quoi mon background. Non, il suffit de me traiter comme un être humain qui a le droit de vivre sur un territoire en tant que citoyen canadien, de vivre comme tous les citoyens canadiens, avoir les mêmes droits, les mêmes chances d'agir et de choisir. Okay? Pour les réfugiés afghans, c'est sûr qu'on a vécu avec les réfugiés syriens une période d'apprentissage, okay? Et d'adaptation pour pouvoir rendre service à cette communauté. Mais est-ce qu'une femme immigrante, réfugiée, doit dire que je suis réfugiée pour avoir un traitement spécial? Je ne pense pas. Puis,
la barrière de langue, ça, c'est un grand problème. Oui, je réponds à ce point-là. C'est un grand problème. Donc, dès maintenant, on doit s'attendre à ce qu'on doit avoir des interprètes qui parlent le farsi, qui est la langue parlée en Afghanistan, par exemple. Okay? Comme pendant la vague des réfugiés syriens, on est allé chercher des personnes qui parlent arabe pour pouvoir les accompagner et les aider dans tous les organismes. Ça, c'est un effort de la communauté pour juste offrir un meilleur accueil ou bien pour faciliter la tâche, la communication, l'établissement, passer l'information plus facilement. Donc, là, de là, il y a l'importance de la langue. Okay? Mais parlant de traitement, c'est ça mon point. Je veux que ce soit un traitement humain pour tout le monde, pas juste pour quelqu'un qui appartient à une religion ou bien une culture. Merci. Merci pour ça. Et je pense, juste pour ajouter à cette belle réponse, il y a tout le monde est différent et la manière dont les gens apprécient se faire adresser ou parler avec est aussi totalement différent. Il y a probablement peut-être, par exemple, des femmes ou des hommes musulmanes ou musulmans qui n'aimeraient pas donner la main, par exemple, serrer la main à une personne qui est du sexe ou du genre opposé, par exemple. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, je pense que c'est important de garder en tête que si, par exemple, vous n'avez pas la réponse à quelque chose, de demander la question, de demander pour c'est quoi les niveaux de confort avec comme différentes choses est très important aussi et de poser une question si vous n'avez pas la réponse, je pense, est un point très crucial parce que vous pouvez, par exemple, penser que tout le monde va réagir de la même façon à quelque chose ou penser que tout le monde aura la même ou les mêmes sentiments par rapport à quelque chose, mais ce n'est vraiment pas le cas. Et comme j'ai vu ce soir ou cet après-midi, je dirais, notre conversation m'a démontré vraiment, j'espère que ça a démontré à tout le monde d'autre aussi que l'être musulman ou la personne musulmane n'est pas une. Elle est très différente et c'est différent d'une personne à une autre aussi. Et peut-être, je peux même maintenant poser une question à Lina, juste par rapport au voile, parce qu'il y a une question d'un participant qui demande quelle est votre réponse aux personnes qui veulent vous libérer et qui croient que les femmes voilées au Canada sont soumises et brimées dans leurs droits. Et je sais qu'on en a parlé un peu tantôt, mais je pense exactement, parler de nos expériences individuelles est très important dans ce cas aussi. Alors, si tu veux répondre, vas-y. Quelle est ma réponse? C'était une bonne question. Surprenamment, j'ai vécu de la résistance aussi au sein de la communauté musulmane. C'est pour ça qu'on sait que le port du voile, ce n'est pas une question juste d'islam, c'est une question féministe. Au point, dans le sens où est-ce que le problème, il est fondé dans l'idée qu'on peut dire à une femme, voici ce que tu peux faire, voici ce que tu ne peux pas faire. Donc, ça enlève cette agentivité que tout être humain adulte possède, femme, homme. Et est-ce qu'on dirait à quelqu'un, tu n'as pas le droit de porter des boucles d'oreilles, tu n'as pas le droit de porter, bon, c'est sûr que ce n'est pas le même identité, c'est pas au sein même de ton identité, mais ce que je dis simplement, c'est qu'on doit laisser à la femme, pas laisser, c'est un droit. La femme a droit de décider comment elle veut s'afficher selon ses valeurs qui sont consacrées au sein de la Charte canadienne des droits et libertés. D'ailleurs, c'est un droit. J'ai vécu de la résistance dans la communauté musulmane. J'ai vécu la résistance à l'extérieur de la communauté musulmane. Puis, pour être complètement franche, au sein de la communauté musulmane, c'était dans la peur que j'allais devenir une cible pour les islamophobes. Donc, c'est important qu'on
qu'en tant que société canadienne, une société qui met de l'avant l'hospitalité, justement, que M. Shedley a mis de l'avant, Shedley, merci, et des valeurs de communautaire, des valeurs de respect, d'humanité, qu'on tienne forte ces valeurs-là et qu'on les vive et qu'on les vive pas juste en parole, mais en action. Et donc, la femme, c'est dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, dans toute sa force, elle a le droit de choisir, elle a le pouvoir de choisir qu'est-ce qu'elle peut avoir sur sa tête. Merci, Lina. Et Katima, voudrais-tu ajouter? J'aime beaucoup l'intervention de Lina. Elle a touché plusieurs points que je voulais aborder, mais juste pour dire que personne ne peut me libérer. Je suis une femme libre. J'ai le droit de décider pour moi-même qu'est-ce que je veux faire de moi-même, de mon corps, de comment je m'habille, comment. Moi-même, j'ai trouvé une résistance au sein de ma famille. Mes parents n'étaient pas pour que je porte le hijab. J'étais la première dans ma famille qui porte le hijab, contrairement à ce que les gens peuvent avoir comme idée erronée, que mon mari était contre le hijab. Puis, je suis voilée et ma fille de 18 ans ne l'est pas. Elle m'avait demandé même de porter le voile, mais puisque j'ai senti qu'elle le faisait juste pour me ressembler, j'ai dit non. J'ai dit le temps où tu auras la capacité de faire vraiment, de prendre un choix éclairé, de savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches derrière le voile, et est-ce que tu vas le respecter en tant qu'apparence visible qui va t'apporter beaucoup de préjugements, puis est-ce que tu auras la force de vivre avec tout ça? Là, tu peux le faire. Je ne vais pas intervenir. Puis, après 2 années, elle aussi, elle dit, je ne veux pas le faire. Je ne suis pas capable de le faire. Ça ne m'intéresse pas de le mettre. Donc, c'est vraiment une idée qui est complètement erronée de dire que la femme voilée n'est pas libre ou bien on essaie de la libérer. Comme disait Lina, ce n'est pas quelque chose qu'on nous donne, c'est notre droit. Et le droit, ça se prend. OK? On n'attend pas qu'on nous le donne. C'est à nous. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, peut-être pour notre prochaine question, je vais poser cette question à Shedley si tu aimerais bien répondre. Mais c'est juste une question par rapport aux actions concrètes que la communauté peut prendre. Donc, quelles actions concrètes faut-il prendre au niveau politique même ou social et éducatif? Parce que je sais que tu es un peu dans le volet de l'éducation universitaire, par exemple. Donc, quelles actions concrètes faut-il prendre pour combattre l'islamophobie, politiquement, socialement ou dans l'éducation aussi? Un grand chantier, c'est un vaste chantier, mais c'est sûr qu'il y a des lieux, il faut occuper des espaces. Moi, je pense beaucoup à l'université déjà quand j'ai commencé à m'intéresser aussi aux questions de diversité sur les campus universitaires au Canada, puis la présence d'étudiants internationaux. Voilà un endroit où il y a beaucoup de personnes. On voit arriver des étudiants de plus en plus de pays. Par exemple, à Moncton, au Nouveau-Brunswick, où j'étais, il y avait, par exemple, au début, où on avait beaucoup d'étudiants du Liban, mais ça, c'était une époque, les années 80. Bon, le Liban, c'était un mélange musulman, chrétien. Je pense, au Canada, on avait l'impression que c'était un peu, on dealait avec ça un peu mieux. Mais à partir des années 2000, on voit beaucoup d'étudiants subsahariens arriver, on voit beaucoup d'étudiants de Guinée, du Sénégal, du Burkina, plus le Maghreb. Et puis, on voit des demandes aussi d'étudiants, des espaces pour la prière, la nourriture, tous ces enjeux-là. Comme société, comment entre guillemets, là, on deal avec ces enjeux de demande faites par des communautés. Ça, je veux dire, au Québec, c'est sûr que c'est peut-être plus compliqué parce que le débat sociétal a été très présent là, sur les enjeux d'accommodement. Mais moi, je trouve que quand même, quand on regarde dans d'autres provinces, je pense qu'une communauté, qu'elle soit francophone ou autre, une communauté accueillante,
doit engager donc une discussion quand, par exemple, sur cette logique des espaces accommodants. Comment alors, si c'est en milieu éducatif, si c'est dans le milieu, par exemple, des bibliothèques publiques, on a beaucoup réfléchi à ça aussi à un moment donné, le contenu, bon, puis après ça, les espaces où il peut y avoir des rencontres entre les différentes personnes qui habitent une ville, une communauté. Alors, de plus en plus d'immigrants s'installent dans des nouvelles destinations. Comment les municipalités réagissent? Au Nouveau-Brunswick, là, on va accueillir dans un petit village du nord du Nouveau-Brunswick, c'était dans les nouvelles, on est allé chercher 20 Marocains pour développer des travailleurs temporaires. Dans l'immigration, on parle beaucoup de travailleurs temporaires. On parle de familles qui vont venir ensuite. Le village, c'est excité là, parce qu'ils disent, oh, il y a plein de monde qui vont venir, on va construire des maisons, mais est-ce qu'on est conscient aussi comment on va travailler sur la religion, les valeurs, l'intégration, l'acceptation dans des plus petits milieux, c'est des défis aussi. Donc, il faut travailler ces espaces-là. Et ça demande souvent de la concertation, de la concertation avec différents acteurs. Je pense que c'est un peu vague là ce que j'ai dit, mais j'ai donné quelques exemples, mais je reviens beaucoup à l'expérience des campus. L'université, c'était vraiment intéressant comme terrain, j'ai trouvé, pour voir que des fois dans des villes où il y avait un campus qui était beaucoup plus diversifié même que la ville. Quand je pense à Moncton aussi, à un moment donné, le campus universitaire est nettement plus diversifié il y a plus d'étudiants que d'immigrants, on va dire. Alors, il y a comme un push qui va se faire. Les étudiants musulmans à Moncton, ils commençaient à dire hey, on a besoin de plus de place, on a besoin d'une salle de prière, et puis après, ils vont un peu plus dans la ville, et puis on voit comment ça se développe. Non, c'est super. Merci beaucoup. Et je vois qu'on est déjà à 15h54 ici à Hamilton. Donc, peut-être on peut faire un peu la conclusion. Et je vais juste passer la parole à tout le monde, une personne à la fois, peut-être commencer par M. Chera, juste pour peut-être donner une dernière pensée ou quelque chose que tu aimerais que les participants amènent avec eux à la fin de cette belle discussion. Une pensée n'importe quoi. J'ai adoré, j'aurais aimé que ça dure encore quelques heures. En fait, pour moi, le plus important, c'est que, musulmans ou pas, il faut juste se dire qu'on discute toujours les idées et pas les personnes. Donc, de ma première intervention, je veux aussi que les musulmans en tant que tels soient plus ouverts, en fait. Soient plus ouverts et acceptent l'autre. Et puis, aux non-musulmans de faire pareil. Parce que pour moi, tant qu'on arrive à discuter les idées sans les personnifier, le courant passe. Donc, pour moi, c'est le plus important. Et puis, je sais qu'il y a énormément de chemin pour cette question-là, mais c'est déjà un gain énorme, en fait, d'avoir entamé cette question. Merci beaucoup. Et Soukaina, aimerais-tu continuer? Certainement, comme mon collègue l'a dit, je pense que c'est un bon début de discussion. On a besoin, je pense que c'est un travail pour chacun d'avoir ces discussions-là, autant pour les musulmans que les non-musulmans. Je pense aussi, un mot de la fin, ça serait aussi de rappeler encore cette pluralité, mais aussi dans l'accueil et dans les services qu'on donne aux femmes. À l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne, on a fait sortir une étude qui démontre le bon travail qui se fait dans l'intégration, puis c'est excellent ce qui se fait, mais le manque d'avoir une lentille sexo-spécifique quand on fait des services, donc quand on crée des services pour accueillir les femmes. Donc, je pense qu'il faut prendre en conscience cette pénurie ou ce besoin qu'on a besoin de faire, puis de prendre en considération que quand on crée un service, le service peut avoir un impact différencié sur une femme ou sur un homme, puis il faut peut-être ajuster certaines choses. Merci. Oui, c'est super. Merci beaucoup, Soukaina. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Lina. Que dire? Honnêtement, ça a été un honneur de partager la scène avec chacun d'entre vous, pour les questions aussi très enrichissantes. Ce
la seule chose que je pense que je pourrais dire, puis c'est même pas un ajout, c'est juste pour faire écho à tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant, c'est justement d'avoir cette approche ouverte, cette approche empreinte de respect, que ce soit pour la communauté musulmane et la communauté non musulmane, travailler ensemble, une approche pour et par, comme j'ai entendu au début. Et ouais, puis aussi dans le cadre justement des réfugiés afghans ou pour tout groupe d'immigrants, d'être conscient des différences culturelles, donc la langue, notamment le bagage traumatique, etc. Je pense que ça doit être au cœur de toutes les conversations. Et merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci, Lina. Katima, as-tu quelque chose à nous partager avant la fin? Je vais sur le même sens pour dire que c'est un travail des deux côtés. C'est vrai qu'il faut qu'on travaille en tant que leader de la communauté, avec nos communautés, pour collaborer avec les autres, pour mieux se présenter, être présent dans la société aussi, échanger avec l'autre. Et puis, de l'autre côté, travailler comme organismes qui peuvent sensibiliser la communauté à l'accueil de l'autre qui est différent, que ce soit musulman ou autre. Puis, c'est vrai que l'impact de tout ce qui se passe maintenant à cause de l'islamophobie, ce n'est pas juste sur nous en tant qu'adultes, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est sur nos enfants. Par exemple, d'après ce qui s'est passé au Québec, puis en Australie, puis mon fils qui a toujours demandé d'aller prier à la mosquée pendant les fêtes ou bien même pour le vendredi si on n'a pas d'école, commence à avoir peur d'entrer à la mosquée. Donc, depuis les attentats en Australie, il ne veut plus aller à la mosquée. Puis avec la pandémie, oui, mais je sais qu'il va dépasser tout ça, mais je n'aime pas que les enfants sentent une injustice ou une discrimination qu'ils vont développer d'une façon négative. Par exemple, ce que je vois entre les jeunes surtout au secondaire, j'entends un racisme de l'autre côté, de l'autre bord. C'est-à-dire que les enfants commencent à parler des Blancs. Ils nomment les autres élèves, les autres amis de classe ou bien qui sont canadiens de souche ou autres, des Blancs. Alors nous, les immigrants, eux, les Blancs. Et c'est ça ce que j'aime pas voir ici, parce que quand on est venu avec nos enfants ici, on cherche vraiment l'ouverture, on cherche vraiment d'être intégré dans la société, d'être des citoyens, des vrais citoyens. C'est vrai qu'on a des origines auxquelles on tient beaucoup, mais aussi c'est là où on est en train de vivre et on veut faire notre place ici, être intégré, être productif, être vraiment positif dans tous les sens. Et on ne veut pas voir les enfants auxquels on a promis beaucoup de valeurs, beaucoup de principes. Au Canada, la liberté d'expression, la liberté de religion, le respect de l'autre, l'inclusion, le respect mutuel. Donc, tout ça, je ne veux pas le voir tomber dans l'eau avec des actes discriminatoires. Merci. Merci beaucoup, Katima. Et finalement, Shelley? Peut-être rappeler tout simplement l'importance d'avoir ces conversations, puis de voir Moi, je crois que c'est vraiment bien que les organismes porte-parole, que ça soit au niveau fédéral, au niveau provincial, qu'il y ait cette discussion et qu'elle se fasse vraiment, pas seulement aussi entre musulmans, mais qu'il y ait une discussion aussi avec d'autres communautés pour finalement faire cet échange-là. Super, merci beaucoup. Et j'aimerais juste remercier tout le monde et à tous les participants et toutes les participantes d'avoir participé à cette conversation aujourd'hui. Et on est encore, c'est encore la journée ici, l'après-midi ici en Ontario, mais peut-être ce n'est pas le cas à l'Est, je dirais, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, bonne soirée tout le monde et j'espère vous rencontrer encore très bientôt. Au revoir. Au revoir.
Merci.